Bonjour à toutes et tous. Je pense qu'on va commencer parce que je vais commencer par dire quelques mots pour présenter le Shift. Donc pour être sûr d'avoir suffisamment de temps pour les questions après la présentation du rapport, on va pas attendre plus longtemps forcément que tout le monde se connecte. On a déjà pas mal de gens connectés. Donc je vous remercie pour le temps que vous prenez sur ce déjeuner pour assister à cette présentation d'un gros rapport absolument passionnant qui a été piloté par Corentin Leroux, qui vous le présentera ce midi. Donc pour rappel un petit peu les règles, le principe du webinaire, pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers, donc il y a un onglet Q&R où vous pouvez poser des questions. Suite à la présentation de Corentin qui prendra une quarantaine, entre 40 minutes et 1 heure, on aura un échange avec justement sur la base de ces questions-là. Donc vraiment évitez de les mettre dans le chat parce qu'on a du mal à les retrouver souvent entre les messages, mais vraiment dans l'onglet Q&R pour qu'on puisse les relayer. Voilà, on va tâcher d'être efficace là-dedans. Le webinaire est enregistré pour pouvoir le remettre à disposition des personnes qui ne pourraient pas y assister à l'intégralité ou qui ne sont pas là aujourd'hui. Vous en serez informés normalement. Voilà, je crois que c'est tout pour les petites consignes techniques. Et donc, je vais commencer par lancer un petit peu ce travail-là, donc intitulé Quelle technologie pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère? Planifier un déploiement mesuré. Globalement, donc, c'est un rapport qui s'inscrit dans un projet plus large qu'on a mené au Shift Project sur l'avenir de l'agriculture française. On aura l'occasion d'y revenir et qui permet, et qui était l'occasion pour nous de vraiment faire un zoom sur des enjeux qui nous intéressent beaucoup au Shift, qui sont liés à la place justement qu'on peut donner et qu'il y a lieu de donner à l'innovation technologique dans ces transitions et la manière de les appréhender. Donc on a pu compter sur Corentin Leroux pour mener ce gros travail. Donc peut-être pour les personnes qui ne connaîtraient pas notre organisation, je vais quand même redire un mot du Shift Project parce que c'est toujours bien d'expliquer d'où on parle quand on présente un travail. Donc on est une petite association d'une trentaine même pas de salariés avec un bureau bénévole. C'est un écosystème plus large qui travaille pour nous puisqu'on a beaucoup de chefs de projet et d'experts externes qui contribuent à nos travaux. Et on s'appuie sur les Shifters, qui sont une autre association qui rassemble les bénévoles du Shift, qui sont près d'une trentaine, je crois, maintenant, un petit peu partout en France et même au-delà, et qui rassemble des professionnels qui contribuent à nos différents travaux, voilà, quels qu'ils soient, et donc, notamment qui ont participé à nos travaux sur l'agriculture. En toute transparence, nous sommes financés, oh, et donc il manque des morceaux, c'est pas grave, par plusieurs catégories d'acteurs, notamment des grandes entreprises, mais aussi des PME et des ETI, des associations et des fondations, et de nombreux acteurs publics voilà, qui contribuent à nos travaux, donc soit pour financer le chiffre lui-même, soit nos projets. On a aussi beaucoup de personnes qui contribuent via nos campagnes de financement participatif. Voilà. Et par contre, on essaie de faire notre possible pour garantir notre indépendance dans nos travaux. Et donc voilà, c'est important pour nous de rappeler ça. Donc au Shift, depuis 2010, on a travaillé sur beaucoup de sujets très différents, un peu classiques dans la transition énergétique et climatique à l'origine, comme les transports, les bâtiments, etc. Des sujets plus transverses, comme les enjeux d'enseignement, de stratégie d'entreprise. Donc plus récemment, on a lancé des travaux sur l'agriculture, qui est un peu le premier volet qu'on lance sur les sujets liés à la biomasse. On s'est beaucoup occupé ces dernières années d'un projet, donc le plan de transformation de l'économie française, qui nous a amené à faire des propositions sectorielles sur la transformation de secteurs à horizon 2050 pour répondre à ce qui nous occupe au Shift, qui est donc ce qu'on appelle la double contrainte carbone, les enjeux énergétiques en amont, c'est-à-dire nos dépendances aux énergies fossiles pour le fonctionnement de nos activités, et les enjeux liés au climat, et donc nos émissions de gaz à effet de serre. On a élargi ensuite pour le traitement des enjeux agricoles et globalement liés à la biomasse. On peut difficilement se limiter à ça, donc on a globalement intégré une approche un peu plus élargie sur les émissions de gaz à effet de serre en intégrant au-delà du CO2 d'autres gaz à effet de serre comme le méthane et l'azote. On a aussi un traitement qui est plus approfondi sur les sujets agricoles liés aux vulnérabilités extrêmes du secteur face au changement climatique. Et évidemment, le rôle de puits de carbone aussi des activités agricoles.
Et sur les sujets énergétiques, on a des réflexions qui sont donc liées évidemment à nos dépendances au pétrole et au gaz, mais aussi aux enjeux de résilience, c'est-à-dire comment est-ce que notre secteur aujourd'hui fonctionne grâce à ces énergies, mais donc doit anticiper la contraction de l'approvisionnement en ces énergies, et donc réduire sa consommation, et comment est-ce que potentiellement le secteur peut produire, fournir de l'énergie pour la transformation des autres secteurs d'activité de notre économie. C'est ce qui nous a amené à lancer donc, tout un volet de travail qui nous occupera jusqu'en 2026, qui allie, donc là c'était le premier volet sur la partie vraiment agriculture, donc amont production agricole, et qui sera suivi d'un deuxième volet sur la partie agroalimentaire, vraiment focalisé sur la partie alimentation, qui sera lancé donc courant 2025, et avec un enjeu de mettre en cohérence et d'assurer le bouclage de ces travaux entre eux, et de contribuer ainsi au plan de transformation de l'économie française, voilà, qui reste un peu le fil rouge de cette réflexion. On préfère rappeler que notre périmètre, c'est la France hexagonale, on se projette à horizon 2050 dans le travail réalisé, et on n'a pas traité la pêche et l'aquaculture, voilà, pour des raisons de rationaliser simplement nos ressources, et absolument pas parce que ce n'est pas important. Donc on va le rappeler. Euh, Notre périmètre d'étude pour ce travail, c'est la santé. Donc c'est globalement de se focaliser sur les aspects liés aux contraintes physiques du secteur, et en particulier les enjeux liés aux émissions de gaz à effet de serre, aux enjeux énergétiques, aux conflits d'usage, ouais, les sujets qu'on a déjà évoqués plus haut. On a abordé de manière un peu moins poussée les enjeux liés à typiquement la santé des écosystèmes, les enjeux de résilience socio-économique, d'emploi et de formation et de technologie. Donc ça, c'est dans le cadre de notre travail, donc, du travail principal sur l'agriculture. Et donc voilà, c'est globalement ce périmètre-là qui a essentiellement été traité dans notre réflexion. Et donc ce rapport sur les technologies est donc le deuxième volet, disons, qui vient alimenter un rapport principal sur l'agriculture, et qui se focalise donc sur le rôle que peut jouer la technologie dans ces transformations. Sans plus attendre, donc, rappeler que ce travail est un gros travail collectif qui a impliqué beaucoup de monde. Il y a vraiment qui ont essayé de travailler de manière concertée pour faire un ensemble cohérent. Globalement, donc on a présenté le rapport un petit peu colonne vertébrale de la réflexion jeudi dernier. Certains d'entre vous ont déjà sans doute pu assister à la présentation, notamment en ligne. Et globalement, donc là, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est le volet sur les technologies qui a été assuré par Corentin Leroux, et donc à qui je vais donner la parole. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter les autres travaux qui ont aussi alimenté cette réflexion. On présentera aussi la semaine prochaine là, désolé, petit problème de slide, un rapport sur l'emploi et la formation agricole. On verra que les enjeux technologiques peuvent aussi avoir des liens avec cette thématique-là, et aussi le résultat de la grande consultation des agriculteurs, voilà, qui seront présentés la semaine prochaine. Voilà. Et donc, hop là, je te laisse, Corentin, la parole pour la suite. Donc, j'arrête de partager et je te laisse la main. C'est bon, Clémence, pour le partage? Tout va bien? Ouais, impeccable. Super, nickel. Bonjour à tous et bonjour à tous. Merci d'être présents effectivement pendant le déjeuner. Je ne sais pas si vous êtes en train de manger ou pas. Merci Clémence pour l'introduction. Je voulais effectivement remercier toute l'équipe que vous voyez ici qui m'a accompagné sur ce travail-là. Certains noms qui ne sont pas affichés. C'est un travail collectif aussi puisqu'on a mener des groupes de travail entre décembre et juin, quasiment tous les mercredis, avec des gens qui se sont engagés bénévolement sur le sujet. Bon, alors comme c'était de l'engagement bénévole, vous imaginez bien que c'était pas toujours assidu, mais bon, on s'en est sorti. Et puis ça a été complémenté par pas mal de lectures, d'interviews, de rencontres, un peu en tout genre. Alors juste pour me présenter rapidement, pour savoir un peu d'où je parle. Donc moi, je suis agronome de formation. Je travaille dans le domaine des technologies numériques appliquées à l'agriculture. Alors au départ, plutôt avec une expérience analyse et traitement de données. Et maintenant, j'essaye de prendre un peu de recul sur la place des technologies numériques en agriculture. Et là, dans le cadre de ce travail avec le Shift Project, on a élargi du coup le périmètre à l'ensemble des technologies de manière générale.
Je vais commencer par vous donner quelques mots d'introduction sur les technologies agricoles, juste pour que vous puissiez voir aussi ce qu'on a mis dans le rapport et ce qu'on n'y a pas mis, et ça pourra engager des premières discussions à la fin. Alors, le terme de technologie, c'est vrai que c'est quelque chose en général d'assez fantasmé. Généralement, quand les gens pensent à technologie, ils pensent à innovation tout de suite derrière. Nous, alors la définition qu'on propose dans ce rapport, c'est un ensemble de techniques modernes plus ou moins complexes en relation avec des technologies déjà existantes. Alors déjà pour rappeler que souvent les technologies sont entremêlées et enchevêtrées les unes avec les autres, donc c'est assez difficile de les utiliser de manière isolée. Et ce qui est important aussi pour nous, c'est de rappeler que c'est plus ou moins complexe, puisque en fait vous avez des outils avec des intensités technologiques finalement assez différentes, parfois même pour le même service qui va être donné. C'est difficile de parler de technologie sans parler d'utilisateurs, puisque en fait, ça va vraiment dépendre, on va dire que ça va vraiment dépendre de la façon dont les utilisateurs vont les utiliser. Donc c'est pour ça qu'on aime bien le concept de technologie appropriée, à la fois parce qu'elle va être appropriée par l'usager pour l'utiliser, la maintenir, etc. Et aussi une technologie appropriée à l'utilisation à quoi elle va servir, quoi. Alors, on est complètement conscient qu'il y a énormément de formes d'innovation différentes. Il y a des innovations de produits, de procédés, de marketing, etc. Nous, on se concentre ici sur les innovations technologiques. Quand on s'intéresse au secteur agricole, on peut aller ouvrir largement le spectre d'innovation, hein. Vous pouvez penser par exemple à des innovations agronomiques, tout ce qui va être l'installation de dispositifs agroforestiers, ce qui va être le relais cropping, le semi-direct sous couvert. Vous pouvez imaginer tout un tas d'innovation organisationnelle et sociale, par exemple la mise en place de circuits courts, la mise en place de réseaux collaboratifs ou de partage d'outils. Mais nous, du coup, on se concentre ici sur les innovations technologiques. Alors, on reparlera un petit peu en conclusion du fait qu'on on peut bien sûr combiner ces innovations pour construire des systèmes d'innovation, et c'est peut-être d'ailleurs de là que vont sortir les choses les plus intéressantes. Alors, sur le sujet que travaille le Shift, hein, de décarbonation, d'adaptation au dérèglement climatique, ici, je vous propose alors un petit twist ou un petit jeu de mots, juste pour effectivement rappeler que les technologies agricoles, elles sont pas décarbonantes ou elles sont pas adaptatives en soi. En fait, elles vont accompagner des pratiques agricoles, et c'est ces pratiques agricoles-là qui vont être décarbonantes ou adaptées au dérèglement climatique. Et je pense que ça, c'est assez important à rappeler. Quand on regarde un petit peu, enfin, quand on entend parler de technologie dans le bruit médiatique ambiant, dans, on va dire, le discours politique ou dans tout un tas de textes un peu stratégiques, on entend parler de la technologie dans son ensemble comme un accompagnant à la transition, et en fait, c'est généralement accepté, quoi. En gros, il n'y a pas de démonstration particulière sur le fait que ces technologies servent ou pas à accompagner la transition. Et donc souvent, c'est vrai, quand on entend parler de technologie, il y a souvent un discours un petit peu techno-solutionniste qui transpire un petit peu derrière tout ça. Et ce qu'on essaye de dire dans ce rapport, en tout cas, c'est qu'avec les contraintes physiques auxquelles le secteur agricole fait face, en fait, ce manque de démonstration, en fait, il est plus suffisant, et il faut aller un petit peu plus loin que ça. Euh, de quoi on parle? Donc ça, c'est un des panoramas de technologies que vous pouvez voir dans le rapport. Donc alors on ne considère pas que c'est un panorama complètement exhaustif, hein, mais bon, on a déjà mis pas mal de choses dessus. Alors pour le lire, vous avez en colonne, si vous voulez, cinq grandes parties de l'itinéraire culturel de production végétale. Alors on a fait cinq parties relativement larges pour pouvoir y embarquer des technologies à l'intérieur, et relativement restreintes aussi pour pouvoir les discriminer. Vous avez en ligne ici un ensemble de considérations en rapport avec l'atténuation, l'adaptation des règlements climatiques. Donc vous avez bon, la limitation des émissions de protoxyde d'azote, là, le N2O, on en reparlera dans un cas d'étude tout à l'heure. Vous avez le fait de limiter les émissions
de dioxyde de carbone. On parle beaucoup de puits de carbone en agriculture, ça a été rappelé dans le rapport agriculture. Donc, on a aussi des choses pour parler de séquestration et aussi, tant qu'à faire, de limiter le déstockage du CO2 qui est déjà présent. Et puis après, vous avez une catégorie plus large ici d'adaptation au dérèglement climatique, alors qu'on aurait pu rediviser, mais qu'on a voulu présenter comme ça. Alors, dans tout ce panorama de technologies, vous avez énormément de choses, hein. Vous avez des technologies numériques, vous avez des technologies robotiques, vous avez des technologies génétiques, des technologies de mécanisation, vous avez de la biostimulation, vous avez énormément de choses différentes. Ce qu'on veut montrer ici, c'est que le terme chapeau, qui est généralement utilisé de la technologie, en fait, il ne représente pas grand-chose. En fait, le terme la technologie, ça masque toute une diversité, une hétérogénéité de technologies. Et cette hétérogénéité-là, elle se retrouve en termes de maturité, elle se retrouve en termes d'intensité technologique, elle se retrouve en termes de déploiement, en termes de compétences nécessaires à l'utilisation de ces technologies-là. Donc c'est important de se rendre compte que de parler d'une technologie, enfin, au sens large, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver dans le rapport Un pas d'inquiétude et vous avez un autre panorama un peu similaire sur tout ce qui tourne autour de la production animale. Alors, dans ce panorama-là, l'idée, c'est pas de dire il faut de la techno ou il faut pas de techno. On est à peu près d'accord pour dire que les technologies agricoles, elles ont servi tout un tas d'évolutions, des gains de rendement, des réductions de pénibilité de travail, etc. Mais avec du coup les contraintes physiques du secteur agricole, en fait, il faut aller quand même un peu plus loin que ça. Alors, déjà, il faut assumer aussi le fait que bon, il y a beaucoup de systèmes agricoles différents et donc du coup qu'il n'y aura pas de technologie miracle qui vont complètement révolutionner l'ensemble des systèmes agricoles. Alors, quand on voit le panorama que je vous ai présenté avant, on peut se dire bon, bah, il y a bien dans toute cette masse de technologies, il y a bien une ou deux technologies qui pourront fonctionner sur un peu n'importe quel système. Mais bon, ça reste à démontrer. Alors, ce que vous voyez peut-être pas ou ce que vous n'avez pas, peut-être pas pu lire dans ce panorama précédent, c'est le fait que, en fait, il y a certains pans agricoles qui sont un peu laissés de côté par ces technologies-là. Alors, quand je dis laissés de côté, je veux dire que on a des systèmes qui sont moins outillés que d'autres. Si vous avez quelques exemples ici sur la polyculture élevage, sur les légumineuses, l'agriculture biologique ou les systèmes bas intrants, globalement, c'est des systèmes qui sont moins adressés, moins outillés par les technologies agricoles. Alors, pour tout un tas de raisons hein, économiques ou autres, mais on pourra y revenir. Quand vous regardez aussi le panorama, vous avez quand même une grande majorité des technologies agricoles qui s'intéressent à l'échelle de la parcelle ou à l'échelle de la ferme. Donc, c'est des échelles spatiales, on va dire, assez restreintes. Quand on s'intéresse à une logique de transition, alors transition agroécologique par exemple, en fait, ces échelles spatiales-là, elles ne sont pas suffisantes. En gros, il faut aller regarder aussi à l'échelle du paysage, à l'échelle du territoire, à l'échelle de la région, à l'échelle de la filière. Et en fait, on se rend compte du coup que bah, quand on commence à regarder un petit peu ça, ces technologies sont parfois un petit peu limitantes. Alors, pour penser à la transition agricole, ce qu'on vous propose, c'est effectivement quelques premiers verrous à lever. Alors, plutôt que verrous, on pourrait en fait parler de constats à lever, de constats à assumer, que je vous présente ici. Première chose sur le fait que les technologies agricoles, elles peuvent engendrer un certain nombre de dépendances et de verrouillages. Alors, verrouillage technologique parce que à partir du moment où vous vous embarquez dans une trajectoire technologique donnée, l'idée, ça va être de dire que ça va pas forcément être facile de revenir en arrière. Et donc, du coup, quand vous avez commencé à vous y mettre, eh ben, parfois vous êtes un peu obligé d'aller jusqu'au bout. Alors, ça peut être un verrouillage technologique, ça peut être un verrouillage auprès d'un fournisseur, mais ces verrouillages, ils existent. Euh, je vous parlais tout à l'heure du fait que les technologies étaient pas isolées. En fait, elles sont effectivement interdépendantes et entremêlées les unes avec les autres, ce qui génère des dépendances, en fait, des dépendances technologiques. Alors, par exemple, si vous installez des capteurs connectés dans une parcelle, en fait, pour que cette connexion ou le transfert de données soit intéressante, vous allez avoir besoin d'une architecture réseau. Et donc, du coup, ces capteurs connectés, sans architecture, ils ne fonctionnent pas. Donc, du coup, vous avez besoin de cette hybridation, de cette combinaison de technologies aussi.
Deuxième message sur l'impact environnemental des technologies agricoles en elles-mêmes. Alors, c'est vrai que souvent, quand on parle des capacités des technologies agricoles à accompagner une décarbonation, une adaptation, en fait, on va regarder les pratiques à la fin et on va regarder si oui ou non on a un gain environnemental. Le truc, c'est qu'on oublie souvent de regarder l'empreinte de la technologie en elle-même. Enfin, c'est vrai que ces empreintes, elles sont quasiment jamais évoquées. Alors que quand vous regardez finalement l'empreinte matérielle, l'empreinte physique de ces technologies, en fait, elle est parfois très présente. En lien avec cet impact environnemental, on peut se demander aussi parfois qu'est-ce qui se serait passé si la technologie elle n'avait pas été utilisée ou elle n'avait pas été développée. Vous auriez pu mettre des efforts de recherche ou des efforts de financement ailleurs. Donc potentiellement, peut-être qu'il se serait rien passé, mais peut-être qu'il se serait passé quelque chose d'autre. Et donc du coup, comment est-ce qu'on compare, à quelle référence on se compare pour mesurer l'impact environnemental d'une technologie agricole? Dernier message, alors c'est un message qui, on va dire, assez classique hein, quand on s'intéresse à la littérature des sciences humaines et sociales, c'est le faux sentiment d'impartialité des technologies agricoles. Alors souvent les gens disent que les technologies agricoles ne sont pas neutres. Alors je ne parle pas de neutralité carbone ici, hein, je parle de neutralité, on va dire, technique, sociologique, etc. Parce qu'en fait, les technologies, de manière générale, elles embarquent tout un système de valeurs, de perceptions, d'être au monde, de pensées, d'hypothèses. Et en fait, le fait de dire on peut utiliser un peu n'importe quelle technologie pour n'importe quel usage, je pense que actuellement, on peut plus se suffire à ce message-là, quoi. Euh, les technologies, elles n'entrent pas dans les exploitations agricoles, toutes choses égales par ailleurs non plus. C'est-à-dire que, bon, alors peut-être plus pour les, on va dire les outils avec des intensités technologiques assez fortes, mais en fait, à partir du moment où vous introduisez une technologie dans une exploitation agricole, par exemple, vous allez peut-être reconcevoir l'organisation du travail, vous allez peut-être impacter les relations de travail qu'il va y avoir entre un agriculteur et ses salariés, entre un conseiller et un agriculteur. Et donc, en fait, vous pouvez pas juste dire, bon, je mets la technologie, en fait, le système fonctionne comme avant, il n'y a pas de problème. C'est en général des changements, alors parfois assez faibles, hein, mais parfois aussi qui peuvent être assez structurants. Alors, ce qu'on propose dans le rapport, c'est de la méthode, une proposition de méthode pour évaluer la capacité des technologies à accompagner la transition agricole. Et donc, je vais vous en donner quelques éléments. Alors, c'est une méthodologie en deux étapes. Alors, vous revoyez quand même à gauche le panorama hein, que je vous ai présenté. L'idée, c'est quand même de savoir de quoi on parle, d'avoir une sorte de petit état de l'art audit quand même de l'existence de ces technologies. Et ensuite, on vous propose du coup une méthode en deux étapes. Alors, une première étape un peu générale de cartographie des enjeux et des leviers d'action. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire vraiment technologie par technologie, cas d'usage par cas d'usage, parce qu'on va en discuter un petit peu en discussion à la fin. Ça n'a pas vraiment de sens sinon de le faire autrement. Alors, dans cette cartographie des enjeux et des leviers d'action, l'idée, ça va être d'ouvrir un petit peu ces chakras et d'essayer d'avoir une vision un peu 360 degrés des enjeux autour d'une technologie donnée. Alors, des enjeux agronomiques, techniques, réglementaires, c'est assez large. Et pour pas rester simplement sur ce constat, c'est de proposer en face des leviers d'action pour un peu exploiter un petit peu ces constats et aller un petit peu plus loin. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, pour essayer de rendre la chose un petit peu plus concrète, l'idée, ça va être de dire, je vais essayer de projeter mes technologies dans les fermes agricoles, donc un peu plus proche de l'utilisateur. Et l'idée, ça va être d'évaluer l'adéquation de la technologie avec le système agricole. Alors, on a proposé plusieurs macro-critères qu'on discutera tout à l'heure. Structure et taille de l'exploitation, localisation de l'exploitation, pratique agricole, règlement et encadrement technique. Et l'idée, ça va être de dire, par exemple, si je prends le cas des pratiques agricoles, comment est-ce que ma technologie impacte mes pratiques ou pas, et comment est-ce que mes pratiques impactent la technologie, un peu si vous voulez dans un jeu d'aller-retour. Alors, je vais vous exemplifier un petit peu ces deux étapes-là, donc avec deux technologies différentes, une pour l'étape 1, une pour l'étape 2. Alors, on aurait pu suivre la même technologie un peu tout le long, mais l'idée, c'est voilà, de donner un autre cas d'étude pour voir un petit peu autre chose. Alors, sur la première étape, moi, je vous propose de discuter d'un cas d'étude particulier qui s'appelle l'optimisation des apports azotés. Alors, l'azote, bon, c'est un composant assez essentiel dans le développement des plantes. Vous le retrouvez dans l'ADN, dans la fabrication des protéines. Vous le retrouvez dans les systèmes énergétiques des plantes. Donc, c'est quelque chose d'assez nécessaire.
On parle beaucoup de fertilisation azotée. Vous en avez entendu parler dans le rapport agriculture pour celles et ceux qui sont allés creuser un peu le sujet. Il y a un sujet autour de la fertilisation azotée puisque c'est une pratique agricole qui est à l'origine notamment de dégagement de protoxyde d'azote, de N2O. Et donc comme le N2O c'est un gaz à effet de serre à fort pouvoir réchauffant, c'est souvent, on va dire, la fertilisation azotée, une pratique qui est regardée. Alors que ce soit des apports d'engrais minéraux ou des apports d'engrais organiques, vous allez avoir ces effets-là. En plus de ces effets de gaz à effet de serre, vous allez aussi, si on parle un peu plus largement d'environnement, de pertes dans l'environnement, vous allez avoir des pertes dans les systèmes sol, eau, air. Donc vous avez un enjeu aussi d'environnement. Euh, Cette optimisation de l'apport azoté, elle peut être aussi intéressante parce que si vous utilisez moins d'azote potentiellement, alors surtout pour les engrais minéraux azotés, vous allez avoir besoin de moins fabriquer d'engrais minéraux azotés. Et c'est ce qui a été présenté dans le rapport agriculture aussi, la fabrication des engrais, eh ben, ça a une empreinte carbone aussi importante. Si on a des technologies d'optimisation, potentiellement on réduit aussi indirectement la fabrication des engrais. Donc ça, c'est un peu les objectifs, si vous voulez, de ces technologies-là. Alors, si on regarde les indicateurs de succès de telle technologie, on pourrait se dire, bon, ben, on pourrait aller regarder la quantité d'azote que j'ai apporté à l'hectare, on pourrait aller regarder l'efficacité d'utilisation de l'azote par la plante, donc du coup, est-ce que ma plante est efficace ou pas pour absorber de l'azote? Et je pourrais regarder aussi des indicateurs économiques, par exemple, ben, quel est le coût de la fertilisation azotée à l'hectare, toute technologie et tout service compris, bien évidemment, pour que ce soit quelque chose de cohérent. Alors, quelle technologie on va trouver derrière ces apports azotés? Alors, vous allez voir qu'on peut parler de technologie et même de système technologique, puisqu'on a des technologies qui se combinent. Alors, en début de saison, généralement, ce que vous faites, c'est un plan de fumure pour essayer de préparer un petit peu la fertilisation que vous allez apporter tout au long de la saison. Donc, vous avez des technologies qui existent pour vous aider à appuyer le raisonnement initial de votre dose d'azote à apporter. Vous avez aussi des technologies qui vous permettent d'ajuster la dose prévisionnelle en sortie d'hiver. Donc, bon, alors là, globalement, hein, je me place quand même dans un cadre de grande culture, j'aurais peut-être dû le dire au début. Mais par exemple, pour des cultures comme le colza, en sortie d'hiver, vous pouvez faire un lien entre un niveau de biomasse et des besoins ou des stocks d'azote à disposition. L'azote, en général, en grande culture, quand on l'apporte, on le fractionne, donc on ne l'apporte pas en une seule fois, mais en plusieurs fois. Et donc, vous avez des technologies aussi pour piloter ce qu'on appelle la dose de réserve. Donc, par exemple, sur le blé, sur le troisième, quatrième apport d'azote en cours de saison, vous avez des technologies pour répartir les apports, moduler les apports en fonction des besoins de la parcelle. Donc, vous avez des technologies là-dessus aussi. Vous avez des technologies pour vous aider à régler le matériel d'épandage, par exemple, pour être sûr d'utiliser au mieux votre machine. Vous avez aussi des outils, des technologies d'aide à la décision, on pourrait dire, pour choisir les meilleures fenêtres temporelles pour apporter les apports azotés et être sûr qu'ils soient le plus efficient possible. Donc, vous voyez qu'il y a tout un tas de technologies qu'on peut mettre derrière ces technologies d'apport azoté. Alors, si on essaye de regarder un petit peu d'un point de vue dépendance et flux physique, alors parce que ce sont des choses qui sont quand même pas mal regardées par le Chiffre Projet en termes d'impact carbone-énergie, l'idée ici, c'est de vous montrer que derrière en fait une chaîne de traitement assez classique, on pourrait dire, vous avez quand même beaucoup de technologies qui sont embarquées. Alors, cette chaîne de traitement, en fait, l'idée, c'est d'aller jusqu'à l'application d'une carte de fertilisation au champ par une machine agricole. C'est une chaîne de traitement qui est en maturité opérationnelle, hein. Quand vous travaillez dans le secteur agricole, en fait, il y a des gens déjà, il y a des agriculteurs qui utilisent déjà cette chaîne de traitement-là. Alors, par où commence cette chaîne? Donc déjà, cette chaîne, elle commence par acquérir de la donnée. Donc généralement, ce dont vous avez besoin, c'est collecter de l'information sur le niveau de biomasse, l'état de biomasse et on va dire l'activité chlorophyllienne que vous avez sur votre parcelle. Donc ça, en général, c'est des choses qu'on collecte par des capteurs et des capteurs qui sont embarqués sur des vecteurs comme un drone, un satellite, un avion, par exemple. Vous pouvez avoir des capteurs piétons aussi, mais bon, on va parler ici, par exemple, de satellites et de drones. Donc, en fait, du coup, bah, il vous faut de la techno pour fabriquer les capteurs. Il vous faut, par exemple, si vous utilisez un satellite, il vous faut une rampe de lancement pour lancer le satellite. Il vous faut un système au sol pour opérer le satellite. Une fois que vous avez cette information, cette donnée brute, vous allez essayer de transformer cette donnée brute
en informations biophysiques et décisionnelles. Donc vous allez essayer de transformer ces infos de biomasse et d'activité chlorophyllène en besoins azotés de la plante. C'est là où vous allez pouvoir construire votre carte de préconisation azotée. Mais bon, du coup, pour transformer cette donnée brute en information biophysique, bah, vous allez avoir besoin de modèles physiques, de modèles agronomiques. Donc, du coup, vous allez besoin de faire tourner du GPU, du CPU pour faire fonctionner tout ça. Vous allez avoir besoin d'électricité pour faire fonctionner vos serveurs, vos data centers pour stocker les données, etc. Bah, une fois que vous avez votre carte de préconisation azotée, l'idée, ça va être de pouvoir la transférer. Alors, vous allez l'envoyer potentiellement à un autre prestataire, un fournisseur, directement à une machine agricole, etc. Donc, du coup, vous allez avoir des échanges de plein de formats. Alors c'est des termes anglais, hein, le cloud to machine to cloud, pour échanger les données. Mais pour faire ça, vous allez avoir besoin de toute une architecture aussi réseau existante. Il y en a il y a plein de formats différents. Si vous voulez aller jusqu'à l'application au champ, du coup, bah, vous allez envoyer cette carte de préconisation jusqu'à une machine. Et si vous voulez que les apports d'azote que vous réalisez au niveau d'une parcelle soient répartis en fonction des besoins de la plante, en disant, bah, par exemple, sur cette partie nord de la parcelle, je mets tant d'azote, sur la partie sud, je mets tant d'azote, etc., vous allez avoir besoin de technologies de géopositionnement aussi sur vos machines. Donc là, par exemple, tout ce dont on parle de technologie GPS, de technologie RTK, donc qui sont des technologies plus ou moins fines, on va dire, bah, en fait, il faut aussi les mettre en place et les développer. Et ensuite, bah, quand vous êtes dans votre tracteur, en machine agricole, bah, du coup, derrière, vous avez besoin aussi bah, d'avoir potentiellement votre répandeur derrière. Et donc, du coup, il faut une communication entre ce tracteur et l'outil qui est attelé derrière. Donc, ça veut dire, encore une fois, des normes, des technologies de communication embarquées. Vous allez avoir, par exemple, des systèmes de coupure de tronçons dans votre machine pour faire en sorte d'éviter les recouvrements entre vos différents passages sur le terrain. Donc là encore, vous avez des technologies qui sont embarquées. Vous voyez ici que sur une chaîne de traitement qui a l'air, entre guillemets, relativement simple, en fait, vous avez beaucoup de dépendances technologiques pour arriver jusqu'au bout de la chaîne. Alors, juste pour finir cet exemple d'optimisation des apports azotés, ici je vous présente une cartographie des enjeux et une cartographie des leviers d'action qui sont associés. Alors, ce que vous voyez ici affiché en surbrillance, c'est la partie enjeu, et la partie en gris qu'on va voir juste après, c'est la partie levier d'action. Bon, alors, pour la présentation PowerPoint, on en a fait une version très simplifiée et vous pouvez aller voir dans le rapport, du coup, des choses qui vont bien évidemment un petit peu plus loin. Alors, sur par exemple ces technologies d'apport azoté, si on regarde du coup un petit peu ces cartographies d'enjeux qui sont globalement en fait une matrice SWOT, hein, on va pas se le cacher. Donc sur les forces par exemple, vous avez énormément d'outils en fait existants déjà pour travailler sur le raisonnement de la fertilisation azotée. Donc ça veut dire que potentiellement il y a énormément de choses qui existent, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Vous avez aussi tout un écosystème alors, de modèles de pilotage intégral qui sont des modèles qui ont été développés par exemple par Arvalis, par l'INRAE, qui sont des modèles agronomiques très solides et qui sont des modèles dynamiques qui, au fur et à mesure de la saison, vont essayer de réajuster un peu en temps réel, si vous voulez, les doses d'apport d'azote à amener. Quelques faiblesses, par exemple, sur ces technologies-là. Souvent, les modèles azotés, ils sont adaptés à certaines cultures en particulier et parfois des peuplements monospécifiques. C'est-à-dire que quand vous avez des associations de cultures, quand vous avez des plans de campagne, bah, souvent les modèles azotés ne sont pas encore adaptés pour traiter ce sujet-là. Une autre faiblesse qu'on aurait pu discuter en menace, c'est le fait que bah, parfois ces outils d'optimisation d'apport azoté, ils sont détournés de leur utilisation originelle et ils sont parfois détournés pour déplafonner les doses réglementaires d'apport d'azote. Alors, ce pas des choses qui sont faites à chaque fois, hein, mais c'est une réalité et du coup, il faut aussi le considérer quand on déploie une technologie. Alors, sur les opportunités, pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir une opportunité à développer ces technologies-là? Alors, bon, on est à peu près conscient qu'il y a qu'il y a des politiques climatiques qui vont quand même dans le sens d'une réduction importante de l'utilisation de fertilisation azotée minéraux. Donc, du coup, bah, en utilisant des technologies d'optimisation, on peut partir du principe que ça va dans le bon sens quand même. Vous avez aussi un coût des engrais qui peut être très volatile. Alors, on l'a vu au moment de la guerre russo-ukrainienne. Et donc, du coup, bah, le fait d'avoir un prix volatile peut pousser à utiliser des outils d'optimisation.
Alors, bon, assez amusant ou pas, je sais pas, mais du coup, il se trouve que depuis effectivement le fait que le coût des engrais a explosé, on n'a pas vu non plus une explosion de ces technologies d'optimisation d'apport azoté non plus, hein, sur le terrain. Quelques menaces également. Quand on parle de système technologique, forcément, bah, il y a des systèmes qui coûtent plus ou moins cher, et donc du coup, bah, l'introduction, si vous voulez, de ces systèmes technologiques, ça peut participer à un endettement supplémentaire des agriculteurs. Et ce qu'on a un peu discuté tout à l'heure sur le fait que vous pouvez utiliser, enfin, le fait d'utiliser, de déployer des technologies d'optimisation de l'apport azoté, ça peut du coup vous embarquer dans une trajectoire et comment dire, et ne pas pousser finalement le développement de pratiques alternatives qui auraient peut-être pas eu ou utilisé de technologie et qui auraient, elles, nécessité moins d'apport azoté. Donc je vous invite, hein, pour ceux qui veulent aller creuser un peu le sujet, à aller un peu bien dans le rapport. Quelques exemples du coup de stratégies, leviers qu'on peut mettre en place pour avancer. Encore une fois, l'idée c'est de dire, on reste pas que sur ces constats et on essaye de proposer quand même un peu d'engagement derrière. Alors quelques exemples ici. Par exemple, le fait d'avoir énormément d'outils qui existent, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Donc on pourrait imaginer que des structures comme le COMIFER, qui est le comité de développement de la fertilisation raisonnée, ben, offre des niveaux de labellisation différents sur les outils de pilotage de l'azote pour qu'on s'y retrouve. On pourrait imaginer aussi élargir très largement les expérimentations avec des outils de pilotage de l'azote en conditions opérationnelles d'agriculteurs. Alors c'est quelque chose qui existe, dont on parle, enfin, qui s'appelle le On-Farm Experiment en anglais, donc l'expérimentation en grande parcelle. À droite ici, vous pourriez imaginer aussi ce que je vous ai dit tout à l'heure, vu qu'il y avait des outils, des modèles azotés parfois un peu trop spécifiques, bah, essayer d'élargir le spectre justement et de développer des modèles de préconisation sur des cultures plus diversifiées, sur des associations de cultures, sur des plans de campagne, etc. Et on pourrait imaginer aussi accompagner financièrement les agriculteurs sur des outils de pilotage azoté sous obligation de résultat. Alors, il y a déjà des aides qui existent, mais du coup, on pourrait un peu orienter un peu les obligations. Quelques derniers exemples en bas à droite. C'est vrai que le sujet de l'azote, c'est un sujet qui n'est pas forcément toujours évident. Le lien entre l'azote et le carbone, l'azote et l'agronomie de manière générale, parfois ben, il manque un peu de formation. Donc ce serait pas mal de remettre un petit coup dessus pour montrer l'importance de cette optimisation-là. Et après, quand on parle de séparation vente-conseil, bah, du coup, aller plus loin, conditionner la vente vraiment à un conseil certifié et indépendant, ça pourrait permettre d'aller dans ce sens-là aussi. Alors, donc là, c'était un exemple que je vous ai présenté technologie pour vous montrer un peu à voir ce qu'il y avait. Dans le rapport technologie agricole, de manière générale, vous avez 8 technologies différentes ou 8 technologies ou systèmes technologiques qu'on a étudiés. Donc, je vous invite à creuser un peu le sujet pour celles et ceux que ça intéresse. Donc ça, c'était l'étape 1. Deuxième étape, l'idée, c'est de venir projeter un petit peu les technologies dans les fermes, donc d'être, on va dire, un petit peu plus concret ici. Alors, juste quelques éléments de complément sur notre méthodologie de travail. Alors, c'est pas forcément des recommandations, hein, c'est juste pour vous expliciter un petit peu plus comment est-ce qu'on a travaillé. Alors, on ne s'est pas projeté dans des scénarios de transition, c'est-à-dire on ne s'est pas dit en 2050, on a tel système agricole, et donc du coup, on va déployer ces technologies-là. Bon, déjà parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore les scénarios de transition du shift, mais aussi qu'on s'est dit que bon, actuellement, dans le périmètre de notre travail, c'était pas forcément facile de faire ça tout de suite. On n'a pas voulu enfermer les agriculteurs dans des cases non plus. L'idée, c'était de dire que, mais en fait, vous avez plein de trajectoires d'écologisation, plein de systèmes diversifiés, donc vous avez plein de trajectoires de technologisation différentes aussi. Donc, on en reparlera. Et puis, de manière générale, l'idée, c'était de discuter aussi plus de l'utilisateur, du contexte d'utilisation des technologies, des conditions de pertinence de la technologie dans une logique de transition. Alors, je vous propose pour ce deuxième cas d'étude, donc on sort du cas de la fertilisation azotée, et je vous propose un cas d'étude ici qui est la robotique électrique de désherbage sélectif. Alors, la façon dont on peut définir ici les robots, alors je vous la présente ici. Donc, les robots, ce sont des systèmes mécatroniques capables de réaliser une action de désherbage de façon assez autonome, sous supervision humaine, en collaboration ou pas, dans le sens, vous pouvez avoir des robots qui collaborent les uns avec les autres pour des applications dans des contextes végétaux et animaux. Dans ce cas d'étude, les robots sont alimentés à l'énergie électrique et les modes de désherbage, alors bon, ici c'est un désherbage sélectif qui pourrait être localisé ou pas localisé, mais vous avez des désherbages qui sont des modes de désherbage variés, hein. Vous pouvez faire du désherbage chimique, mécanique, thermique avec ce désherbage sélectif-là.
Alors, pourquoi est-ce on a considéré ce cas d'étude dans ce rapport? Bon, déjà, la partie robotique, parce qu'on peut imaginer des systèmes robotiques modulaires, flexibles, beaucoup plus légers que l'agroéquipement existant. Donc du coup moins de consommation de fuel, de matière, etc. Euh, une alimentation électrique, du coup, pour substituer de l'énergie fossile par de l'énergie électrique. Et du coup, en France, vu le mix énergétique qu'on a, ça peut être intéressant. Et sur du désherbage sélectif, ce qui est intéressant, c'est que bah, du coup, si vous utilisez moins de produits, vous avez besoin de moins les fabriquer. Donc la fabrication de ces produits-là est limitée, donc la consommation énergétique associée et GES est limitée. Et dans un spectre plus large de protection de l'environnement et de la biodiversité, bah, si vous utilisez moins de ces produits, ça va quand même dans le bon sens. Alors, donc je vous ai dit tout à l'heure, du coup, quatre macro-critères, un peu si vous voulez, qu'on a étudiés, macro-critères que vous pouvez penser en fait comme un peu des facteurs d'adoption des technologies sur le terrain. Donc, structure et taille de l'exploitation, localisation de l'exploitation, pratique agricole, réglementation et encadrement technique. Donc, par exemple, sur les pratiques agricoles, je le répète un peu, l'idée, ça va être de dire, par exemple, est-ce que l'atterrissage de mon robot finalement va changer mes pratiques ou va les faire évoluer? Est-ce que mes pratiques vont demander au robot de s'adapter, etc. Donc c'est vraiment un petit jeu d'aller-retour. Donc là, dans le cadre de cette petite présentation aujourd'hui, je vais me concentrer sur quelques exemples sur la structure et la taille de l'exploitation et sur la localisation de l'exploitation. Mais pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à aller sur le rapport. Alors, comment est-ce que ça fonctionne en général dans le rapport? Vous avez le macro-critère à gauche, vous avez ici une liste de sous-critères et vous avez une sorte, on va dire, de commentaire de texte, d'analyse de texte qui est associé. Donc si je prends quelques exemples, par exemple, toujours sur la robotique électrique de désherbage sélectif, par exemple, vous avez des sujets sur le fractionnement et l'éloignement du parcellaire. Donc le fait d'avoir un parcellaire morcelé et le fait d'avoir un parcellaire qui peut être potentiellement éloigné du corps de ferme. Alors, sur l'impact environnemental, il y a un sujet sur le déplacement des robots entre les parcelles. Alors, parce qu'actuellement, on a des contraintes réglementaires qui font que les robots ne peuvent pas se déplacer tout seuls entre les parcelles, traverser les routes, etc., etc. Donc, si vous avez un parcellaire qui est relativement éclaté et morcelé, vous allez avoir besoin de mettre vos robots dans un tracteur ou une remorque, du coup, qui va fonctionner au fioul, et déplacer votre robot. Et l'impact environnemental de ce déplacement-là, du coup, finalement, est du coup vraiment non négligeable par rapport à l'impact environnemental de manière générale du robot. Autre exemple sur la taille de l'exploitation, en fonction des paramètres, des largeurs de travail et du débit de chantier de votre robot, en fait, vous allez pouvoir travailler dans des plus ou moins grandes parcelles. Si je prends l'exemple, par exemple, de l'état du matériel déjà existant sur l'exploitation, la question qui va se poser, c'est est-ce que le robot vient se rajouter à l'agroéquipement existant, aux machines existantes, ou est-ce qu'il vient les remplacer? En gros, est-ce qu'on a un empilement technologique supplémentaire ou pas? Alors, on peut imaginer des systèmes de rétrofit, des briques modulaires, open source pour limiter un peu ces phénomènes-là, mais c'est quand même des choses qui existent. Donc ça, c'est l'exemple de la structure de la taille de l'exploitation. Alors, autre macro-critère, pour vous donner quelques autres exemples sur la localisation de l'exploitation. Idem, hein, vous avez les sous-critères et une sorte de petits commentaires à côté. Donc, par exemple, sur les conditions pédoclimatiques locales, en fait, pour que le robot fonctionne bien, vous avez besoin d'un terrain qui est propre et pas trop accidenté. Si vous avez des conditions climatiques difficiles, la pluie, les canicules, si vous avez des pentes assez importantes dans les parcelles, vous pouvez avoir un robot qui a des difficultés de fonctionnement. Sur, par exemple, la proximité avec des réseaux d'énergie, vous pouvez imaginer que vous mettiez dans votre robot électrique des batteries. Bon, tout dépend le travail que vous demandez de faire au robot, mais vous pouvez aussi essayer d'imaginer raccorder votre ferme ou votre parcelle à un réseau de tension qui est proche, parce que visiblement, vous avez 70 à 80% des parcelles qui sont à moins d'un kilomètre, un kilomètre et demi du réseau de tension. Donc du coup, vous pourriez imaginer aussi faire ça. Dernier exemple sur l'isolement de l'exploitation. Alors là, très clairement, l'idée c'est de dire, si vous avez une ferme qui est relativement isolée dans l'espace, pas forcément très bien connectée à des réseaux de concessionnaires ou distributeurs,
peut-être que si vous avez un robot, vous allez mettre du temps à recevoir un conseil ou un réparateur ou un technicien qui vient réparer votre robot. Et même, ça peut aller un peu plus loin. Vous pourriez même avoir des réseaux de concessionnaires ou pas qui vous disent, en fait, moi, je ne vous vends pas de robot parce que vous habitez trop loin et je ne pourrais pas venir réparer chez vous. Donc, il y a des enjeux effectivement aussi importants quand on regarde concrètement ce qui se passe dans les faits. Donc moi, je vous ai présenté vraiment rapidement là, la partie un peu de deux macro-critères. Je vous invite à aller lire le rapport pour celles et ceux que ça intéresse. Pour donner un peu plus de corps à ce rapport et un peu plus de concret également, on a proposé des petites scénarisations courtes. Donc là, ici, avec deux cas d'études, avec deux profils, Sophie et Robin, qui sont dans des contextes agricoles différents. J'insiste encore une fois sur le fait que ce qu'on veut montrer ici, c'est qu'on a des systèmes agricoles qui sont diversifiés, on a des trajectoires d'écologisation diversifiées, et donc du coup, on a des trajectoires technologiques qui peuvent être diversifiées aussi. Là, dans ces exemples, je vais vous lire deux petites scénarisations avec l'introduction d'un robot électrique de désherbage sélectif pour Sophie et pour Robin, et vous allez voir que l'histoire n'est pas complètement la même. Donc voilà, je vais vous lire rapidement cette petite histoire, si je retrouve, qui est dans le rapport, hein, pas d'inquiétude. Alors voilà. Alors sur Sophie. Donc Sophie a bénéficié d'un guichet local d'appui à l'achat d'agroéquipements pour pouvoir investir dans cet outil robotique. Les 3 hectares de l'exploitation de Sophie sont d'un seul tenant. Le salarié permanent sur l'exploitation de Sophie gagne en confort de travail. Le débit de chantier du robot est assez faible, mais le salarié passe ainsi plus de temps à observer la bonne implantation des cultures et le départ de foyers de maladies ou de ravageurs. Ce salarié a passé plusieurs sessions de formation pour être en mesure d'accompagner le robot dans son travail. Sophie a décidé de réimplanter certaines cultures dont le désherbage manuel préalable était pénible et chronophage. N'ayant pas pu raccorder son exploitation agricole à un réseau électrique, Sophie a dû s'équiper de 2 lots de batteries rechargées et utilisées en alternance. L'exploitation de Sophie, plus isolée, est bien moins desservie par des équipes de maintenance de ces outils robotiques. Plusieurs heures sont nécessaires pour avoir un opérateur capable d'intervenir sur ces parcelles. Donc ça, c'est Sophie. Donc je vais vous lire maintenant la petite histoire autour de Robin. Euh, L'organisation spatiale et la taille plus importante de l'exploitation de Robin impactent la logistique du travail de son outil robotique. La fragmentation de son parcellaire appelle à utiliser une remorque pour déplacer son robot entre les parcelles, tant que les contraintes réglementaires ne sont pas levées sur les déplacements autonomes des robots. La taille de son exploitation agricole facilite l'amortissement d'un robot sur le long terme, mais demande également à la technologie robotique de travailler à un débit de chantier suffisamment important pour réaliser des opérations de désherbage dans les fenêtres temporelles imposées. L'outil robotique, encore monotâche, vient se rajouter aux agroéquipements présents sur l'exploitation, mais l'itinéraire culturel déjà mécanisé de Robin facilite l'intégration du robot dans le travail sur la ferme. Les parcelles de Robin sont localisées à moins de 2 km d'un réseau électrique, ce qui facilite un potentiel raccordement directement à la parcelle et une recharge électrique du robot au champ. L'exploitation de Robin est à quelques kilomètres d'une grande ville. Un concessionnaire d'agroéquipements robotiques travaille sur la région et intervient sur plusieurs exploitations du territoire. Alors, voilà du coup pour la petite scénarisation, j'espère qu'elle vous a plu. L'idée, encore une fois, c'est de montrer que vous avez différentes possibilités d'atterrissage technologique sur le terrain. Alors, quelques éléments de discussion maintenant pour essayer de penser les conditions de mise en œuvre des technologies pour accompagner la transition agricole. Alors, on va vous dérouler ici plusieurs messages clés. Alors pour nous, une première chose importante, c'est un besoin de méthode. Alors ça, bon, je vous ai présenté la méthode qu'on a proposée, hein, qui a ses limites, hein, bien évidemment, mais on considère qu'il faut vraiment qu'il y ait une grille de lecture pour apprécier la pertinence d'une technologie pour accompagner la transition du secteur. Actuellement, les technologies, elles sont principalement, on trouve, financées, accompagnées en fonction du bruit médiatique, d'intensité capitalistique, et en fait, on a besoin de grilles de lecture beaucoup plus assumées sur le sujet. On en a un peu parlé tout à l'heure, on ne pourra jamais se départir d'une approche au cas par cas quand on travaille sur ces technologies-là. Il faut vraiment penser technologie par technologie ou système technologie par système technologique avec une finalité dédiée. Et cette approche au cas par cas, elle est importante parce qu'elle permettra derrière d'aller évaluer les impacts directs, les impacts indirects et les impacts systémiques de la technologie qu'on va mettre en place.
De manière générale, la méthode qui va être proposée, elle doit s'inscrire dans une approche de recherche et d'innovation responsable. Donc, vous avez des critères un peu dédiés pour ça. Et ce qu'on considère important, c'est que les résultats de cette analyse-là, ils soient rendus transparents et que tout le monde puisse y avoir accès. Pour faire cette analyse, il va falloir mobiliser un panel d'acteurs relativement variés, alors des agriculteurs, des ergonomes, des agronomes, des écologues, des designers, des technologues, des citoyens aussi, pour vraiment s'assurer que on a eu une évaluation assez généralisée de ces technologies-là. Deuxième message important pour nous, réfléchir aux orientations technologiques des systèmes agricoles. Alors du coup, ce que je vous dis tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas allé jusqu'à projeter des scénarios agricoles et pour derrière imaginer ce que ça voulait dire en termes de technologie, mais on l'a un peu discuté dans le rapport, alors avec ce qu'avait proposé le Shift par exemple. Donc, en gros, le chiffre dans ces scénarios de transition, ils vont mettre en avant un déploiement assez massif de légumineuses, ils vont mettre un déploiement assez important de l'agriculture biologique. Et donc, tout ça, pour accompagner ces déploiements-là, ça demande un certain nombre de technologies. Par exemple, pour le déploiement des légumineuses, en tout cas, si vous voulez déployer des légumineuses dans des associations de culture, ben, il va falloir redévelopper ou remettre, on va dire, en vigueur tout ce qui va être les trieurs optiques, les trieurs densimétriques, pour s'assurer que on sépare bien, par exemple, la céréale de la légumineuse. Ça va demander également un effort de recherche en termes de sélection génétique pour accompagner ce déploiement-là avec, par exemple, des marqueurs moléculaires, une sélection assistée par marqueur pour faire en sorte qu'on puisse vraiment aller dans la direction de ces associations de culture. Sur les systèmes en agriculture biologique, qui sont souvent des systèmes plus diversifiés, avec plus d'ateliers, etc., bah, vous allez avoir besoin d'outils de gestion et de planification qui sont beaucoup plus adaptés à ces systèmes diversifiés-là. Alors, sur la combinaison de technologies agricoles, ça c'est quelque chose qui est important à penser aussi. Alors, à la fois combiner les technologies agricoles, donc, pour construire des systèmes technologiques, et aussi coupler les formes d'innovation les unes avec les autres pour imaginer des systèmes d'innovation dans leur ensemble. Donc, par exemple, combiner une innovation technologique avec des innovations organisationnelles et sociales, parce que c'est dans ces systèmes d'innovation peut-être qu'on arrivera vraiment, du coup, à sortir du lot. Par exemple, ça va pouvoir être, on va développer des technologies numériques pour accompagner le développement des circuits courts. On va développer de l'agroéquipement paysan en autoréparation, en électroconstruction avec des briques et des modules open source, par exemple. Tout ça, c'est des choses que l'on peut imaginer en termes de systèmes d'innovation qui sont pertinents. Alors, dans le cadre quand on parle de technologie, quand on parle d'atténuation, d'adaptation au dérèglement climatique, on ne peut pas se passer d'un principe de sobriété et de mutualisation de technologies agricoles. Alors, sur ces formes de sobriété, en fait, il y a plusieurs échelles. Une sobriété individuelle, une sobriété collective, une sobriété structurelle. Et c'est important de voir toutes ces échelles-là pour responsabiliser chaque maillon et ne pas focaliser du coup la responsabilité à un endroit donné. Alors par exemple, si je prends l'exemple de la mécanisation de l'agroéquipement, une forme de sobriété individuelle, ça va être de dire, bah, je vais réfléchir par exemple l'acte d'achat de mon agroéquipement ou l'utilisation de mon agroéquipement sur le terrain pour un agriculteur. Ça veut dire par exemple, je vais vérifier que les pneus sont bien gonflés. Je vais vérifier que j'utilise bien mon outil dans les bonnes plages d'utilisation. Ça veut dire que j'ai un comment dire, une sorte un lien entre le tracteur et la machine attelée que je vais avoir derrière qui a du sens en termes d'effort et de puissance demandée à mon tracteur. En termes de sobriété collective, ça veut dire par exemple repenser les politiques fiscales et économiques pour arrêter la surmécanisation en agriculture. Sur une sobriété structurelle, ça veut dire par exemple changer les modalités d'organisation. Par exemple, de mettre en place beaucoup plus de systèmes participatifs, collaboratifs, de mutualisation de technologies ou d'agroéquipements. Par exemple, bon, bah, vous avez des systèmes de CUMA qui existent. Si vous voulez aller plus loin, moi je vous invite à aller creuser un peu le plaidoyer de la Fédération nationale du CUMA qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est intéressant sur ce sujet-là.
Quand on parle de déploiement technologique, il y a toujours des risques. Et donc ça, nous, on propose vraiment d'adopter une culture du risque, un principe de précaution quand on pense à un déploiement de ces technologies-là. Parce que les risques, ils sont multiples. Vous pouvez avoir, par exemple, des risques infrastructurels. Par exemple, vous voulez développer mettre en place des capteurs connectés, mais vous vous rendez compte qu'il n'y a pas l'architecture réseau à côté. Donc, est-ce qu'on déploie pas les technologies? Vous pouvez avoir des risques qui sont des risques organisationnels, des risques de compétences. Par exemple, vous n'avez pas les compétences pour utiliser ou appliquer la technologie sur le terrain. Donc tous ces risques-là, ça demande d'être cartographié pour pas se tromper quand on fait un déploiement. Troisième message important, cultiver l'hétérogénéité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous parce que on considère que les systèmes agricoles qu'on veut voir advenir, il faut qu'ils soient soutenus. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir outiller l'ensemble des systèmes agricoles et ne pas rechercher la standardisation, d'où l'importance de cultiver au maximum l'hétérogénéité. Alors, une définition que j'aime bien, une technologie en support à l'agroécologie peut être définie par sa contribution à informer ou à contrôler les processus qui sous-tendent les principes de l'agroécologie. Donc, ça veut dire que c'est les agriculteurs, les écologues, les agronomes qui doivent nous dire euh, qu'est-ce qu'on a envie de suivre, qu'est-ce qu'on a envie de monitorer, qu'est-ce qu'on a envie de comprendre pour développer des technologies en support à ces principes-là et pas autrement. Alors, quand on parle de transition, il va falloir penser multi-échelle. Déjà par le fait que quand on pense agroécologie, en fait, le simple fait de considérer seulement l'échelle de la ferme ou de l'exploitation agricole, c'est pas suffisant. Il faut passer à l'échelle du paysage, du territoire, de la filière. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Et quand on parle multi-échelle, c'est le fait aussi que malgré tout, on a quand même des connaissances, des contextes pédoclimatiques locaux qui sont situés dans l'espace. Et donc, du coup, il faut s'inscrire à la fois dans des dynamiques et des trajectoires locales et essayer quand même de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un déploiement et un passage à l'échelle. Alors, sur ce passage à l'échelle, c'est intéressant parce que quand vous regardez par exemple l'empreinte environnementale d'une technologie, si vous la considérez simplement à l'échelle de la ferme ou si vous imaginez un déploiement généralisé, c'est pas du tout les mêmes questions d'impact qui se posent. Quand vous êtes juste à l'échelle de la ferme, bon, bah, vous utilisez la techno telle qu'elle est et bon, c'est cool. Je dis pas que c'est facile d'analyser l'impact, c'est pas ce que je veux dire, mais quand vous passez à un déploiement généralisé, par exemple, bah, si on imagine déployer largement des capteurs connectés, déployer largement des robots, ben, en fait, c'est toute une architecture réseau, informatique, etc., qu'il va falloir peut-être développer en lien avec ce déploiement généralisé. Donc, en fait, le changement d'échelle change aussi les questions qu'on doit se poser. Dernier message clé sur les compétences et l'emploi. Alors, ça fait le lien avec le rapport qui sera présenté mardi prochain. Le fait de déployer des technologies agricoles, ça va demander des nouvelles connaissances et des nouvelles compétences. Et ça pour l'ensemble de l'écosystème, que ce soit l'agriculteur, mais aussi les personnalités autour, les conseillers, les techniciens, etc. Quand par exemple, dans mon travail, on parle d'outillage numérique, en fait, passer d'une logique de produit à une logique de service, pour un conseiller ou un technicien, c'est un changement complet de la façon de travailler, la façon d'être en relation avec son travail, la façon de vendre, la façon de conseiller. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il y a besoin d'un accompagnement beaucoup plus large au changement quand on pense à déployer des technologies agricoles. Alors, je l'ai répété relativement souvent, mais j'aime bien radoter, je le réexprime ici. De la même façon que vous avez plusieurs systèmes de production agricole et plusieurs voies d'écologisation, vous avez aussi beaucoup de voies de technologisation. Ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi, par exemple, dans la grande consultation des agriculteurs, qui a été lancée en combinaison avec le Shift et avec les shifters, et dans les réponses qui ont été posées, dans les réponses aux questions qui ont été posées sur ces technologies. Alors, c'était des questions un peu floues, mais on voit quand même que le spectre de réponses est finalement très très large. Dernier élément, ça n'est pas parce qu'une technologie n'est pas adoptée que les agriculteurs sont des buses et qu'ils sont en retard de phase, hein. Ça, j'aime quand même bien le rappeler. Parfois, c'est un choix complètement assumé et très bien compris. Nous, ce qu'on essaye d'amener ici avec le chiffre, c'est d'ouvrir le débat pour que ce ne soit pas des rejets idéologiques, mais qu'on soit en mesure de discuter ensemble, de débattre des enjeux qui sont associés à un déploiement technologique.
Alors, en guise de conclusion, une dernière slide. J'espère que je ne vous ai pas complètement assommé. Donc, avec quoi repartir? Donc, on a quand même parlé des technologies agricoles aujourd'hui. J'insiste sur un premier message, sur le fait qu'il n'y a pas une, mais il y a des technologies. Donc le terme, encore une fois, le terme général, le terme chapeau de la technologie, vraiment, je vous invite à arrêter d'utiliser ça, parce qu'en fait, il y a énormément de technologies différentes, avec des intensités technologiques et énergétiques différentes, parfois pour le même service. Vous avez, encore une fois, hein, des maturités différentes, des compétences différentes, des ressources différentes, etc., etc. Deuxième sujet important, bien évidemment, comme on discute avec le chiffre de ces impacts-là, le bilan net carbone des technologies agricoles, il doit être favorable. En fait, on a besoin d'une approche quantitative exhaustive à ce sujet, et ce bilan, il doit vraiment être réfléchi à toutes les échelles spatiales. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, où à partir du moment où vous passez d'une échelle ferme à une échelle région, territoire, paysage, c'est pas les mêmes impacts, c'est pas les mêmes questions qui se posent. Je vous invite, s'il y a des gens que ça intéresse, à aller regarder les travaux de Pierre Larocca et Gaël Guenbeau. Alors, s'ils sont là, je leur fais un petit coucou. Qui vraiment sont pour moi un peu les premiers à travailler à qu'est-ce que ça veut dire un déploiement généralisé de technologie en termes d'empreinte et d'impact. Alors, le développement et le déploiement de technologies, bon, il doit être planifié sur le long terme, en accord avec l'évolution des systèmes agricoles à venir. Ça veut dire qu'indirectement, on a besoin en fait, de savoir en 2050 quel système agricole on veut pour en fait, pouvoir accompagner ces systèmes agricoles avec des technologies particulières si on considère que ces technologies sont pertinentes. Euh, on l'a dit, il y a plusieurs systèmes agricoles qui sont moins outillés que les autres. On a parlé d'agriculture biologique, de systèmes bas intrants, de légumineuses, etc. Et donc ces systèmes, si on veut les voir advenir, il va falloir les outiller. Donc quand je dis ça, ça veut dire qu'il faut rendre ces technologies accessibles plus largement. Alors je dis pas il faut déployer, déployer, déployer. C'est plus de dire il faut vraiment se rendre compte qu'il y a des pans qui ont été laissés de côté ou moins outillés et il va falloir les réinvestir. Dernière remarque qui est peut-être plus une ouverture qu'autre chose. C'est vrai que là, sur ce rapport, on a beaucoup discuté de la capacité des technologies à accompagner la transition, un peu dans une logique dynamique. La question qui peut se poser, c'est de dire, est-ce que quand on aura réussi la transition, si on y arrive, est-ce que les technologies auront encore leur place ou pas? En gros, est-ce que les technologies, elles servent simplement à accompagner la transition et elles vont disparaître au fur et à mesure, ou est-ce qu'elles seront toujours là à la fin? Alors, quand on parle de transition, il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'en fait, c'est une sorte de chemin, c'est une exploration continue, et en fait, on ne s'arrête jamais, c'est une évolution un peu constante, et bon, qui est rythmée par de l'incertitude, des changements, etc. Mais malgré tout, je pense que sur la question des technologies, c'est quelque chose qui est intéressant à considérer. Merci de votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Donc là, on passe à une phase de questions-réponses. Je reste disponible par mail si vous voulez échanger sur LinkedIn. Et puis, j'en profite pour faire une mini autopromotion sur, sur le site Aspexit, du coup, qui est donc, mon entreprise indépendante, sur lequel vous avez des dossiers de blog qui mêlent sujets agronomie, technologie numérique, énergie, climat, et sur lesquels j'essaye d'aborder tous ces sujets conjointement. Et donc, si vous êtes intéressé par la gestion de l'irrigation, des assurances climatiques, de l'agrivoltaïsme, de la robotique, il y a des choses qui sont discutées dessus. Merci à vous. Merci beaucoup, Corentin. Et merci d'ailleurs pour ta dernière précision parce que ça va permettre d'apporter quelques réponses. Parce qu'en fait, dans les questions, alors dans le chat comme dans le QR, on a eu beaucoup de questions sur la pertinence de telle ou telle technologie ou innovation technologique spécifique. Et on va pas pouvoir rentrer dans le détail de ça tout de suite. Donc, effectivement, alors, il y a beaucoup de choses dans le rapport que Corentin a présenté. Et il y a aussi beaucoup de choses sur son blog, alors plutôt sur les technologies numériques, mais dans tous les cas, il y a quand même pas mal d'éléments. Donc, on va pas pouvoir rentrer là aujourd'hui dans le détail de chaque technologie. Mais si je peux me permettre juste une réponse là-dessus, effectivement, enfin, je comprends que certains ont envie d'avoir des avis un peu tranchés parfois. Enfin, j'invite
j'invite à la nuance. Là, du coup, effectivement, sur ce qu'on a discuté dans le rapport, alors on a élargi un peu le spectre et on n'est pas allé que sur les sujets impact climat-énergie, mais on a essayé de regarder un peu à 360 degrés les enjeux aussi qui sont associés aux technologies. Et je réinsiste sur le fait qu'il faut vraiment analyser les technologies au cas par cas et pour une finalité donnée. Parce que, en fait, on peut avoir des résultats complètement différents. On peut assumer un certain nombre de compromis tant que derrière, on est relativement content des effets positifs qui sont à côté, puisque de toute façon, à partir du moment où on va développer une technologie, il y aura forcément un impact. Donc ça, il faut l'assumer, l'accepter. Mais du coup, est-ce qu'on est d'accord avec cet impact-là au regard de ce que la technologie apporte? Eh ben, écoute, tu prends déjà de vitesse certaines de mes questions. Mais effectivement, je voulais rappeler en préambule vraiment l'objectif de ton rapport, qui est vraiment pas de dire, de catégoriser chaque technologie en disant celle-ci elle est bien, celle-ci elle est pas bien, mais vraiment plutôt d'apporter des éléments de méthode. Donc il y a eu beaucoup de réactions sur les effets délétères ou pas de telle ou telle techno, ou l'effet relatif de plusieurs options disponibles, ou des questions sur la pertinence de choix. Donc globalement, c'est vraiment l'objectif de la méthode, de la méthodologie proposée par Corentin, c'est vraiment d'arriver à apporter un regard éclairé sur les différentes trajectoires qui sont disponibles avec des technos ou sans ou pas les mêmes pour Mm. atteindre un objectif et essayer justement voilà, de savoir quelle est la meilleure au regard d'objectifs, d'enjeux qu'on souhaite observer. Donc vraiment, voilà, c'est ça l'enjeu. Et si je peux me permettre de compléter aussi toujours là-dessus, parce que enfin, c'est des discussions intéressantes, mais l'intérêt aussi de la technologie, ce que je disais un peu au début, c'est qu'elle est très liée à l'utilisateur. Et donc, en fait, il faut aussi le concept de technologie appropriée, le concept de technologie flexible, c'est-à-dire que du coup, laisser de la place aussi à l'utilisateur pour pouvoir aussi se réapproprier et réutiliser la technologie dans une utilisation peut-être un petit peu différente de celle qui était imaginée au départ. Bon, alors celle que j'ai explicitée tout à l'heure sur le déplafonnement des doses réglementaires d'azote, ça, je suis pas très, très fan de ces détournements-là, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, en fait, vous avez une technologie peut-être assez basique au départ et qui va être utilisée pour plein de cadres d'utilisation différents. Et donc, faut vraiment considérer l'agriculteur, la maturité, on va dire, du scénario de transition qu'il a en tête. Et s'il est mature sur là où il veut aller, bah, il va pouvoir utiliser la technologie vraiment dans cette direction-là aussi, quoi. Ouais, effectivement. Et alors là, mes premières questions, elles portent pas mal sur le domaine de pertinence, enfin, vraiment un petit peu préciser l'approche, parce que comme c'est des éléments méthodologiques qui sont apportés, je pense que c'est important que tout le monde soit très au clair sur comment est-ce qu'on peut mobiliser les enseignements de ce rapport. Du coup, peut-être comme première question pour toi, Corentin, est-ce que tu peux me rappeler quels sont les enjeux couverts et en particulier, bah, typiquement, est-ce que les enjeux de biodiversité sont dedans? Ouais. On a regardé les émissions de gaz à effet de serre, Mhm. mais est-ce qu'on les a bien regardées sur toute l'analyse de cycle de vie? C'est aussi une Mhm. question qui est soulevée. Et Ouais. aussi sur qui est une technologie par rapport notamment aux pratiques agroécologiques, comme on peut en avoir voilà, qui peuvent être plus low-tech. Quelle différence tu fais là-dedans? Voilà, c'était des questions qui ont pu remonter. Si tu peux préciser un petit peu Ouais. le périmètre. Alors, pas mal de choses à discuter là-dessus. Euh, bon, alors déjà sur le périmètre des technologies qu'on a étudiées, alors ce qu'on a mis un peu en encadrant le rapport, c'est toutes les technologies, on va dire, en lien avec l'énergie, donc tout ce qui va être méthanisation, petit éolien, agrivoltaïsme, ça c'est des choses qu'on n'a pas mis en avant dans le rapport, donc ne soyez pas trop surpris de pas les retrouver. Par rapport aux pratiques agricoles, alors encore une fois, on s'est vraiment posé un peu la question au début quand on a défini un peu le périmètre. Euh, on s'est vraiment dit, on se concentre sur les technologies et pas les pratiques, et on considère que les technologies, elles accompagnent les pratiques, mais que les pratiques en elles-mêmes, c'est pas une technologie. Euh, Ça, c'est des choses qui sont pas forcément complètement évidentes à utiliser. C'est pour ça que je rappelle encore une fois que la technologie, elle est liée à l'utilisateur et elle est liée à sa pratique. Sur les technologies qu'on a essayé d'investiguer, on s'est au départ concentré principalement sur les enjeux atténuation du dérèglement climatique et adaptation. C'est vrai que les enjeux de biodiversité, de qualité de l'eau, de disponibilité en eau, alors c'est des choses qu'on a moins abordées. Malgré tout, elles sont quand même abordées un peu indirectement dans les sujets d'adaptation au dérèglement climatique. Quand je vous ai présenté, par exemple, les deux cas d'études sur la fertilisation azotée ou sur la robotique de désherbage,
en fait, malgré tout, derrière, il y a quand même toujours des enjeux d'efficacité d'apport, d'optimisation des intrants. Et donc, du coup, on est aussi dans une logique, alors parfois un petit peu simpliste d'agroécologie, mais de réduction de l'empreinte sur l'environnement, parce qu'on va utiliser moins de ces intrants-là. Mais sur le découpage qu'on a fait, et sur le remplissage du panorama, c'est vrai qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin. Alors, je vois quelqu'un qui a dit c'est dommage, vous n'avez pas parlé des drones de pulvérisation. Mais en fait, oui, enfin, clairement, ça fait partie des vecteurs d'application qu'on peut imaginer pour faire de la pulvérisation localisée. Ça, c'est des choses qui existent. Alors, peut-être que c'est plus spécifique, c'est pas sûr. C'est pas tant sur l'atténuation ou l'adaptation, mais c'est plus sur on va dire, la protection de l'environnement au sens large. Mais oui, c'est des choses qu'on a peut-être un peu moins cartographiées. Mais j'insiste sur le fait que ce panorama-là, alors on va pas se jeter des fleurs, hein, mais je pense que ça n'existe pas. En tout cas, il y a des panoramas qui existent parfois qui sont vraiment très simplistes. Mais l'idée, du coup, c'est d'aller un petit peu plus loin sur qu'est-ce qui existe et de montrer encore une fois qu'il y a une telle diversité technologique qu'on peut pas s'arrêter à un point en particulier. Et effectivement, les autres sujets qui sont montés comme n'étant pas identifiés, il y a les enjeux économiques. Alors pour préciser quand même, Corentin a abordé les enjeux vraiment liés aussi à la viabilité pour les agriculteurs, et donc potentiellement les enjeux de résilience économique qu'il peut y avoir derrière. Mais Ouais. globalement, c'est clair qu'il y a des enjeux aussi de financement. On pourra y revenir, mais sur le fait qu'effectivement, c'est aussi consommateur de ressources économiques pour développer, déployer telle ou telle techno. Donc c'est aussi des sujets à prendre en Ouais. compte. Ouais, complètement. Aussi de, quand je parlais de mécanisation, je parlais de politique fiscale et économique qui orientent effectivement certains développements. À chaque fois, la question, c'est toujours de se dire, est-ce que c'est les technologies qui orientent les politiques fiscales et économiques ou est-ce que c'est les politiques fiscales et économiques qui orientent le développement technologique? Parfois, c'est effectivement un peu les deux. Et enfin, on se rend compte que comme la technologie, ça avance très, très vite aussi, souvent le reste est le reste est un peu en retard et donc c'est compliqué de contrôler. J'ai parlé tout à l'heure effectivement des effets de surendettement. Bah, ça, c'est clairement des choses qui sont à prendre en compte. Des effets d'empilement technologique et donc du coup, bah, forcément, on rajoute de l'argent dedans. Quand on parle d'endettement, il y a à la fois à l'achat, mais en fait, il ne faut pas oublier que la technologie derrière, il va falloir potentiellement la maintenir. Va y avoir du service après-vente et en fait, parfois, c'est des coûts cachés. Et en fait, quand on parle d'amortissement de la technologie sur du court voire du long terme, en fait, on se rend compte parfois que c'est pas si intéressant que ça quand on regarde encore une fois le cycle complet. Pour revenir un petit peu sur la partie d'impact tout à l'heure, parce qu'effectivement, bon, j'ai dit qu'on s'est concentré un peu plus sur la partie, on va dire, empreinte carbone, adaptation à l'agriculture climatique. En fait, c'est quand même très dur d'avoir une information claire sur quelle est la réduction d'impact potentiel permise par la technologie. Parce qu'en fait, ça demande d'avoir des scénarios de référence qui sont pas toujours qui sont pas toujours bien connus et bien identifiés. Et quand on parle, par exemple, quand je vous ai présenté la chaîne de traitement de l'information pour aller jusqu'à l'application d'une carte de fertilisation, en fait, parfois certains vont utiliser qu'une partie de cette brique-là et pas la totalité. Et donc de vous dire clairement, les outils, les technologies d'optimisation azotée, ça permet de réduire de temps l'impact des, des émissions de gaz à effet de serre de la fertilisation, c'est très compliqué. Surtout qu'en plus, parfois, par exemple, quand on parle de... C'est pour ça que je parle d'optimisation des apports azotés et pas forcément de réduction des apports, parce que parfois, vous allez apporter la même quantité, mais mieux répartie. Et donc, du coup, ça, c'est encore une fois des choses compliquées à suivre. Et globalement, dans les autres sujets qui n'ont peut-être pas été évoqués, mais il y a aussi les enjeux liés aux ressources minérales, etc. Donc Ouais. évidemment, c'est aussi à prendre en compte, enfin, voilà, ça fait partie de l'analyse. Ouais. En tout Ça, cas, c'est des flux, d'éléments c'est des intéressants à flux. prendre. Et notamment pour tout ce qui est technologie numérique, mais aussi lié au spatial. Et effectivement, il y a des ressources qui peuvent être minières, mais il peut aussi y avoir juste des ressources de bande passante et d'infrastructure qui sont effectivement intéressantes. On a tendance à oublier, et je rappelle du coup ces effets de dépendance, et encore une fois, une technologie pour qu'elle arrive, elle n'arrive pas complètement par hasard, elle arrive parce qu'avant, il y a d'autres technologies qui ont été développées, il y a eu des travaux de recherche passés, etc. Et donc du coup, en fait, si on a une technologie un peu en amont qui tombe, en cascade, on peut se retrouver aussi avec une utilisation un peu ratée. Alors c'est effectivement une crainte qu'on peut avoir sur certaines technologies en mode bah, si mon agroéquipement, si mon robot il tombe dans ma parcelle, en fait là je suis potentiellement tout seul, qu'est-ce que je fais, etc. Je peux pas m'en sortir. Donc il y a ces il y a ces sujets-là, il y a ces risques-là à considérer bien évidemment aussi. Et sinon, toujours sur la question du domaine de pertinence, globalement, donc,
il y a la remarque qui est que c'est difficile de comparer des choses, toutes choses égales par ailleurs, alors qu'on a des systèmes agroéconomiques qui sont différents, des systèmes des fermes bas intrants ou bio ou sol vivant ou autres. Et donc, bah, finalement, la question qui t'est posée, c'est dans quelle mesure est-ce que ce qu'on raconte là, ça peut s'appliquer à tout le monde, ou en tout cas, on peut en tirer des enseignements qui sont peut-être applicables partout. Est-ce qu'on risque pas de mettre de côté des catégories d'agriculteurs ou de paysans parce qu'ils sont pas forcément concernés par l'analyse? Bon, voilà, si tu veux. Bah, ce qu'on disait, c'est que nous, justement, on n'a pas voulu mettre des agriculteurs dans des cases. On a travaillé avec quelqu'un de l'APAD beaucoup là-dessus, que c'est pour qui c'était très important. Et je réinsiste effectivement sur le fait que, par exemple, quand j'ai lu les scénarisations là, robotiques pour Sophie et Robin, l'idée, c'était bien de dire que ces deux systèmes ont un robot électrique de désherbage. Donc, on n'a pas voulu dire cette techno, elle est adaptée vraiment que dans ce système-là, ou elle est complètement inutilisable ailleurs. Bien au contraire. Il y a des enseignements effectivement généraux à tirer, mais de toute façon, il faudra faire une analyse au cas par cas. Et ça, c'est vraiment le truc qu'on rappelle, c'est vous avez besoin d'une analyse au cas par cas avec une finalité dédiée pour justement vous assurer que peut-être qu'effectivement cette technologie, elle est beaucoup plus intéressante dans le cas de petits agriculteurs bio au maraîchage et qu'elle l'est beaucoup moins ailleurs. Mais du coup, il faut le dire, et comme ça, on le sait. Et après, la question, c'est de savoir, est-ce que du coup, on a envie de déployer une filière de déploiement de cet agroéquipement pour simplement ce système-là ou pas? Est-ce que du coup il y a un modèle économique à trouver? Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut se poser ces questions plus spécifiquement, quoi. Ouais. Et peut-être aussi toujours sur le domaine de pertinence, est-ce que globalement il y a la question de est-ce que les technologies qui ont été explorées dans le rapport sont utilisées en France, à l'étranger, partout, ou en fait finalement c'est la question aussi du niveau de maturité du Hmm. déploiement. Voilà, est-ce que Ouais. tu as eu une approche là-dessus et comme tu as aussi un enjeu de potentiellement de traduire certains messages en Ouais. anglais, si tu veux un petit peu parler de à quel point tu penses aussi que ce travail il peut s'appliquer, enfin voilà, avec quelle ampleur est-ce qu'il peut être utile à d'autres acteurs? Bah, enfin, l'intérêt effectivement de ce rapport, c'est qu'il est pas spécifique à la France. Enfin, les technologies qui y sont présentées, en fait, elles sont utilisées dans d'autres pays. Le cas de la fertilisation azotée, je l'ai présenté. Bon, c'est quelque chose sur lequel j'avais aussi pas mal travaillé dans un de mes dossiers de blog. C'est un peu le cas d'étude historique, en tout cas en France, quand on parle de ce type de technologie-là. C'est des choses qui sont étudiées ailleurs. Vous avez par exemple, sur les outils robotiques, vous avez des études d'adoption qui ont été proposées par la chaire agrotique, qui ont essayé d'évaluer combien de robots avaient été vendus dans le cadre de production animale, dans le cadre de production végétale, pour essayer d'avoir un peu un ordre de grandeur de ce qui se passe. Et par contre, moi, effectivement, ce que je reproche de manière générale aux études d'adoption, c'est que c'est des études qui ne sont pas suivies dans le temps, et c'est des études qui sont assez difficiles à comparer entre pays. Et donc, je pense que pour la France, si on voulait s'intéresser à ces sujets d'adoption, en fait, il faudrait qu'on ait une structure comme, par exemple, l'Agrest, l'INSEE, qui fait déjà des études de recensement général tous les 3 à 10 ans, etc., et qui inclut, en fait, concrètement des questions très claires sur cette utilisation de technologie. En fait, comme ça, on pourrait avoir des courbes et se rendre compte, en fait, dans quelle direction on va. Et j'insiste sur le fait que actuellement, comme il y a des pans qui sont assez oubliés, on ne peut pas demander à des systèmes comment dire, agricoles d'advenir si on les pousse pas aussi un peu. Alors je dis pas qu'il faut absolument de la technologie, hein, bien évidemment, mais globalement, on se rend compte que pour déployer massivement certains de ces itinéraires, il va falloir un accompagnement avec un peu plus de recherche, je sais pas si on dit sur les légumineuses, de l'agroéquipement un peu plus spécifique et dédié à des systèmes diversifiés. Et si on n'assume pas ça, en fait, on pourra jamais les accélérer, quoi. Effectivement. Et là, je vais te faire une question un peu englobante, mais qui rejoint un petit peu à ce que tu disais sur, a priori, il n'y a pas de méthode comme ça qui existe. Mais globalement, est-ce que tu peux nous dire s'il y a d'autres indicateurs, méthodologies, travaux qui t'ont inspiré ou sur lesquels tu as pu t'appuyer? Ce qui était mentionné, c'est l'indicateur de durabilité des EA, donc IDEA, ou d'autres indicateurs qui peuvent avoir été utilisés voilà, pour réfléchir un peu à voilà, une trajectoire Mm. possible. Mais globalement, j'élargirais à finalement comment ce qui est proposé dans ce rapport fait écho ou pas aux méthodologies d'analyse existantes. Tu as un tout petit peu répondu, mais si jamais tu veux Mm. développer, et ce qui va avec, finalement, c'est à qui s'adresse ce rapport.
ces éléments d'analyse. Et pour le coup, il y a aussi la question de comment est-ce que ça peut alimenter la discussion et avoir un impact du coup sur la manière dont on appréhende la place de la technologie dans l'agriculture. Hmm. Encore une fois, alors j'entends, alors j'imagine que la personne parlait de l'indicateur, enfin d'IDA4, des indicateurs de PADV, des choses comme ça, des indicateurs de multi-objectifs de performance environnementale dans des cadres de transition agroécologique. Euh, c'est pas des choses qu'on a évaluées nous, en tout cas là-dessus. Même de manière générale, notre approche, elle est en fait plus qualitative que quantitative, hein. Encore une fois, ce que je vous disais, c'est que c'est très compliqué actuellement dans un cadre pour une technologie d'identifier l'impact de la technologie en elle-même. Enfin, c'est vraiment la technologie, elle s'inscrit dans un itinéraire, mais comment séparer l'impact de cette technologie spécifiquement à cet endroit-là, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et pour moi, il n'y a pas encore de méthodologie claire qui existe. Nous, encore une fois, c'est une approche qualitative, et je pense que c'est déjà important de commencer par ça, par se poser des questions un peu systémiques. Et ensuite, derrière, dans les calculs à faire, bah ouais, il va falloir développer des choses. Alors, il y a un rapport qui est sorti récemment là de IT for Green, mais du coup qui est centré sur les technologies numériques et qui propose effectivement, enfin, qui fait une évaluation comparée, on va dire, de méthodes d'analyse environnementale sous un prisme numérique. Mais du coup, quand on voit la diversité des technologies que je vous ai montrées, en fait, c'est assez limitant. Et puis après, vous avez des technologies où c'est beaucoup plus compliqué de mesurer ce qui se passe derrière. Si par exemple, je vous parle de réseaux sociaux, typiquement dans le cadre d'une transition agroécologique, l'utilisation de réseaux sociaux pour mailler la connaissance, discuter entre pairs, formaliser, structurer la connaissance, ça c'est des choses qui sont complètement légitimes. Mais comment est-ce qu'on mesure l'impact de telle ou telle technologie? Alors c'est parfois des technologies qui sont, on va dire, facilitantes, habilitantes. Enfin, on peut dire en capacitrice à pousser au changement, mais c'est difficile de savoir finalement quel a été l'impact de cette technologie-là dans le changement, quoi. Donc ça, c'est vraiment des choses compliquées. Peut-être qu'il faudra sortir d'une analyse quantitative qui peut être vraiment trop compliquée à faire et avoir plutôt une sorte de logique de débat citoyen ou de débat avec une pluralité d'acteurs pour se dire effectivement est-ce qu'on a envie d'aller dans cette direction-là ou pas, quoi. Effectivement, et peut-être pour compléter un peu sur la démarche aussi qui nous a amené à lancer ce travail-là, il y avait cette idée que là, on a déjà beaucoup de contraintes qui pèsent sur le secteur agricole, on ne peut pas en rajouter d'autres. Donc en fait, on a vraiment cet enjeu de s'assurer qu'on ne s'embarque pas dans des directions qui vont rajouter de la contrainte à un secteur à n'importe quel niveau. Et donc effectivement, on avait en tête différents, enfin, voilà, un petit peu finalement tous les acteurs qui rentrent dans la chaîne de décision, de déploiement, d'adoption des technologies. Ça consomme beaucoup de financement aussi, de développer et déployer ces technologies. Donc globalement, ce qu'on espère, c'est aussi que ce rapport, il alimente les acteurs qui cadrent, qui financent, qui soutiennent la recherche et le déploiement des technologies, voilà, pour pouvoir effectivement alimenter la discussion. Et peut-être une question qui vient s'ajouter avec, une personne mentionne le rôle potentiellement parce que du coup on a un sujet qui est très large, mais qui finalement est très adaptable selon les types de filières, où la question peut se poser très différemment parce que c'est pas les mêmes pistes technologies les plus, enfin, voilà, qui sont les plus importantes selon les filières. Quel rôle peut-être des instituts techniques agricoles pour reprendre ces réflexions et peut-être les adapter à leur filière? Ou d'autres acteurs. Enfin, voilà, en tout cas, peut-être pour approfondir la réflexion sur le sujet de laquelle tu as posé une première brique. Finalement, qui est-ce qui peut continuer la réflexion et qui pourrait alimenter le débat pour que cette réflexion continue? Bon, déjà, encore une fois, sur la grille de lecture, enfin, nous, on insiste vraiment sur ce besoin de méthode. En fait, tant qu'on se sera pas à peu près mis d'accord sur comment est-ce qu'on évalue des technologies. Alors, actuellement, alors moi, dans mon boulot sur la partie numérique, il y a on va dire, il y a des canevas d'analyse terrain des technologies, mais du coup, la question pour moi, c'est plus largement de se poser la question des enjeux et des impacts de ces technologies quand elles atterrissent sur les fermes, quoi. Donc, il y a besoin de cette grille-là, de la travailler. Il y a effectivement pas mal d'acteurs on a des instituts techniques, des centres de recherche, on a des réseaux d'entreprises aussi, par exemple comme la Ferme Digitale ou autres, qui peuvent effectivement porter des messages généralisés. Mais je pense que ce qui est hyper important, c'est que dans ces structures-là, on ait vraiment une gouvernance partagée et on soit en mesure de mobiliser des collèges d'acteurs variés
pour avancer, se poser les questions, quoi. Là, sur comment dire, les systèmes agricoles, ils sont très diversifiés. Les filières, effectivement, elles sont très différentes les unes des autres, mais elles sont maillées les unes avec les autres aussi. Euh, Là, quand on parlait d'échelle de travail, moi je vous disais que les technologies actuellement, finalement, elles venaient pas tant soutenir les filières, les territoires, mais beaucoup plus la parcelle l'exploitation. Et donc peut-être effectivement, c'est à ces structures, on va dire, qui sont plus englobantes, de se dire comment est-ce que je mets en place des technologies à un niveau filière qui ont plus de sens. Ça, c'est des choses qui sont pas évidentes. Enfin, un exemple, par exemple, aussi sur des questions à l'échelle ferme versus échelle paysage. Par exemple, quand on recherche enfin, on peut imaginer des capteurs sur les parcelles qui vont être utiles aux agriculteurs, ça c'est clair, mais comment est-ce qu'on peut utiliser ces réseaux d'observation pour avoir des informations plus générales à l'échelle du paysage et pour orienter des politiques publiques? Enfin, je pense que ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et qui sont les acteurs qui sont en mesure de faire ça? Qui est prêt à payer pour ça? Est-ce que l'agriculteur est prêt aussi à payer pour enfin, l'information générale qui est générée par son capteur? Je ne sais pas. En tout cas, il va falloir repenser complètement les modèles économiques et qui paye cette information-là, quoi. Merci Corentin. Et je me permets d'apporter une précision parce qu'il y a aussi des questions qui concernent globalement les pratiques agricoles souhaitables. Et c'est vrai que là, on est vraiment sur les technologies. Pour préciser, on a vraiment plus développé l'enjeu des pratiques agroécologiques en général dans le cadre du rapport principal pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère, où, voilà, où on explore les autres leviers qui ne sont pas d'ordre technologique, ou en tout Mm. cas moins que dans ce rapport. Je précise aussi qu'on a un autre rapport qu'on va présenter mardi, la semaine prochaine, sur les enjeux d'emploi et de compétences, où on rentre aussi même dans le détail de quelles compétences sont nécessaires pour développer ces pratiques. On a quelques compétences qui sont aussi liées à ce qu'a évoqué Corentin, sur le fait que finalement, déployer, utiliser ces technologies, ça demande aussi des compétences spécifiques. Donc voilà, tout ça n'est évidemment, enfin, encore pour appuyer le propos de Corentin, il faut insérer ces technologies dans des pratiques plus globalement et ne pas les considérer isolément. Et Et la question là-dessus, sur les pratiques, elle est importante parce qu'en fait, vous pouvez aussi avoir, par exemple, des pratiques agricoles qui vont pas être mises en place parce qu'il n'y a pas les technologies associées. Donc, c'est vraiment, il y a un lien effectivement direct entre ces technologies-là. Quand je disais, par exemple, sur le cas d'études robotiques, ben, on a un désherbage manuel qui est pénible, chronophage, etc. Peut-être que, en mettant en place des systèmes agroéquipements, alors bon, ici c'était l'exemple de la robotique, mais on peut très bien imaginer des lits de désherbage, un agroéquipement paysan beaucoup plus simple pour faire ça aussi. Mais du coup, il y a vraiment un lien direct entre la technologie et l'utilisateur, entre la pratique et l'utilisateur, et ça, il faut que ce soit très clair. Les technologies, elles facilitent potentiellement la mise en place de pratiques. Vous avez des gens qui vont revenir à des pratiques grâce à des technologies. D'autres, d'autres cas où on va avoir des systèmes de verrouillage, où le fait d'avoir acheté une technologie ou mis en place un système technologique, ben, ça va bloquer certains itinéraires ou certaines pratiques. Et c'est ça, en fait, qu'il faut considérer et discuter quand on parle de techno, quoi. Et effectivement, et je rajouterais un point important sur ces enjeux d'emploi et de compétences, vu qu'on on a un rapport dédié sur le sujet, mais à avoir en tête aussi qu'il y a des questions de vision aussi qu'on porte pour l'agriculture, puisqu'évidemment, ces technologies et leur niveau de déploiement va avoir un impact sur juste le métier d'agriculteur. Donc ça, c'est important à envisager du point de vue des compétences, parce qu'il faut former à ces pratiques qui adoptent ces technologies ou pas, ou certaines. Mais il y a aussi la question à l'heure où on a du mal à recruter dans les métiers agricoles, il y a un enjeu de répondre aux aspirations aussi des agriculteurs. Donc c'est un point sur lequel on met vraiment l'accent dans notre rapport spécifique sur l'emploi et la formation, mais sur l'importance aussi de voir quelles sont finalement les technologies qui sont souhaitées, ou le niveau aussi d'innovation, de déploiement des technologies souhaitées par les agriculteurs. Il y a des vrais enjeux qui sont liés à la pénibilité du travail, qui fait que finalement, dans notre rapport, on a souhaiter maintenir un niveau de mécanisation quand même relativement important parce que, a priori, il y a des aspirations qui sont assez fortes pour réduire la pénibilité du travail agricole. Il y a peut-être d'autres technologies qui peuvent avoir un autre effet. Peut-être qu'on passe moins de temps sur le terrain, dans les champs, que ça peut intéresser moins d'autres personnes. Peut-être que ça dépend des filières. Donc il y a vraiment aussi une invitation qu'on souhaite faire vraiment sur ce volet lié à l'emploi, sur le fait de vraiment penser aussi ces questions-là et globalement les trajectoires qu'on donne à l'agriculture avec les aspirations des futurs agriculteurs et globalement professionnels qui peuvent être de différentes natures dans le secteur agricole.
Voilà, je tenais quand même à apporter ce point-là parce que effectivement c'est un enjeu important et qui remonte, qui a un enjeu, un impact sur le volume de travail qu'on a essayé d'explorer, mais aussi sur la forme, parce qu'on a plus de chefs d'exploitation, plus de salariés, plus de d'OTA, plus d'autres choses. Et donc tout ça est aussi à mettre, à faire coïncider avec finalement la forme des exploitations et des fermes qu'on va avoir et le niveau de technologie qu'on y met. Voilà, tout ça est à penser globalement, pas non plus se retrouver avec des fermes qui ressemblent pas à quelque chose, finalement dans lesquelles des agriculteurs veulent pas ou ne veulent plus travailler. Enfin, voilà, tout ça doit être réfléchi. Et pour l'instant, je le précise, n'est pas assez documenté. La question des aspirations des futurs agriculteurs, c'est ce qu'on constate. Il y a très peu d'informations là-dessus. Or, c'est un enjeu majeur. Je me suis permise, Corentin, de compléter là-dessus. Ça me va. Et on va devoir s'arrêter là. Donc, je vais me permettre de vous remercier tous et toutes pour votre participation à ce webinaire qui, donc encore une fois, a été enregistré, sera rediffusé. J'espère que la présentation de Corentin vous a donné envie d'aller lire le rapport un peu exhaustivement. Et au plaisir si vous souhaitez qu'on le présente dans vos organisations, notre objectif, c'est de lui donner de l'impact et de la résonance. Donc, on se tient aussi à votre disposition pour venir vous le présenter. Voilà, merci à toutes et Merci à tous. vous. À bientôt. Bon après-midi.